Bonjour Nathalie Anne Croft, Bonjour Suzanne Lavigne. ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, alors aujourd'hui, on va faire une deuxième capsule sur notre relève en direct que vous allez pouvoir voir sur la chaîne YouTube. Ça va être une capsule qui va aborder principalement la vue du cédant dans un processus de transfert d'entreprise. Alors tout de suite, en partant, je partage l'écran pour qu'on puisse voir le modèle qu'on a abordé la semaine passée, puis on va faire avancer un petit peu notre présentation. Alors, voici. Alors, c'est le cédant qui se questionne. Dans ce modèle-là, c'est qu'on veut absolument voir comment les aspects humains vus par la partie de celui qui est probablement le fondateur, qui veut transférer à la génération suivante. Et on va aborder quelques modèles. Le premier avec lequel on va travailler, c'est le type de cédant qu'on rencontre quand on fait du transfert d'entreprise. Alors, je vais changer tout de suite. Je vais vous présenter ça, puis on va commencer tout de suite avec à qui on a affaire. Oui, je te dirais que Suzanne, dans mes expériences passées, quand j'avais des jeunes, des relèves qui me téléphonaient, je disais toujours, est-ce que tu as le mandat de me parler? Okay? Est-ce que tes parents t'ont autorisé à me parler parce que je suivais le pouvoir? Parce que finalement, c'est le cédant qui est le donneur d'ordre. Alors, ceci étant dit, je trouve que c'est pertinent de voir à qui on a affaire parce que ça va nous donner quel genre de mandat on va avoir, mais aussi quel genre de transmission, la saveur de la transmission. Alors, on a les deux premières catégories, Suzanne, hein? Oui, en fait, les deux premières catégories, c'est ceux absolument qui sont prêts à faire un effort pour transférer l'entreprise. Nos ambassadeurs, ils se préparent, ils se disent, bon, je ne serai pas éternel, je vais vouloir transférer. Et puis, ils ne quitteront pas nécessairement l'entreprise parce qu'ils vont continuer à la conseiller. Moi, j'ai dans mes clients plusieurs qui, en se cherchant une activité parce qu'ils seront plus présents aussi, à 100% dans l'entreprise, se chercher des activités. J'en ai un qui est devenu un mentor carrément et il fait du transfert d'entreprise sa mission de vie. Il devient un mentor pour d'autres entreprises qui vont faire la même démarche que lui. Alors, ça lui fait plaisir de faire des conférences, il va accompagner des gens. C'est notre premier groupe d'ambassadeurs, tu sais, c'est notre premier groupe d'entrepreneurs. C'est plus facile parce que les autres, ils savent qu'ils veulent arriver au bout en ayant une deuxième génération aux commandes de leur entreprise. Il y a aussi les gouverneurs qui vont le faire, mais les gouverneurs, la différence entre les deux, c'est que le gouverneur, lui, il dit, bon, une fois que je l'ai fait, je m'en vais. J'ai plus d'ambassadeurs dans mes familles en affaires parce qu'ils vont rester en contact d'une façon ou d'une autre avec leur entreprise. Alors que le gouverneur, lui, il va le transférer à une équipe de gens avec lesquels ils vont travailler dans l'entreprise, mais ils s'en vont plus généralement. On a deux. Oui. Ben oui, c'est beaucoup plus facile lors de souper, parce qu'au Québec, on soupe, hein, on ne dîne pas. Alors, c'est beaucoup plus facile de demander de l'aide à ses parents et aux parents à demander des nouvelles de l'entreprise quand on est sur une entreprise familiale. Oui, c'est ça. Alors, Suzanne, dans les ambassadeurs, est-ce que tu as remarqué que souvent les chefs, ils changent de rôle? Ben en fait, ce qu'ils font, c'est que dans leur réflexion, ma chère, ils se disent, qu'est-ce que je vais faire après ça? Et ils se trouvent des activités. Moi, j'en ai un de mes clients qui m'avait dit, je vais m'occuper de mon jardin. J'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire en hiver? Parce que là, tu sais, s'occuper du jardin, là, il dit, c'est une bonne idée, tiens, je vais me bâtir une serre. Et il a bâti une serre. Fait que tu comprends? Il aimait ça. Fait que là, l'idée, c'est que l'ambassadeur et le gouverneur se font une image de leur vie qui n'est pas juste leur entreprise. C'est un très bon point qui introduit les deux autres, qui est le monarque et le général. Comme vous pouvez voir, c'est des gens qui sont dédiés à leur entreprise. Je pense que ce qui les caractérise, les deux, le 3 et le 4, c'est que ces gens-là, ils vivent pour leur entreprise. Ils ont souvent peu d'intérêt en dehors de l'entreprise. Fait que pour les faire bouger, hein, en tant que relève comme on dirait au Québec, pour les faire décoller, il va falloir un putsch, c'est-à-dire une menace, une maladie. Hein, s'ils tombent malades, ben, là, ils n'auront pas le choix. Mais d'eux-mêmes, ils vont être assez coriaces. Alors, comme je dis souvent, comme on a eu souvent des gens qui avaient 65, 70 ans, quand les gens autour de 70 ans, ça nous envoie un message. Hein?
Parce Ouais. qu'en plus de ne pas vouloir quitter l'entreprise, souvent, ces gens-là, ils ne quittent pas, mais en plus, même s'ils sont à distance, il y a un aura qui reste constamment. Hein. Et comme je dis souvent, ben, ils ont 70 ans, ils veulent que ça change, mais ils voudraient que ça reste pareil. Alors, c'est très difficile de faire de la relève. Alors, quand on les observe, ces gens-là, moi, je dis qu'il n'y a pas il n'y a pas de problème à être un monarque ou un général. Cependant, il serait mieux de le déclarer qu'ils ne veulent pas quitter. Comme ça, il créerait moins d'attentes. Parce que quand on doit gérer des attentes, c'est très frustrant, c'est très décevant. Et on remarque la catégorie autour de eux, là, dans les équipes de direction d'autour de 35-40 ans, là, les gens, ils quittent souvent dans ces tranches d'âge-là. Et quand on parle au général, la différence, c'est que lui, on va dire, il allume des feux, hein, pour se rendre indispensable pour arriver en sauveur. Ouais, une chance que j'étais là. Hein. Si je n'avais pas été là, ça aurait été la catastrophe. Alors, ces gens-là, ils peuvent passer même 2-3 mois en Floride, hein, parce que les Québécois, on aime ça aller en Floride l'hiver à la retraite. Alors, même quand ils sont à distance, ils vont gérer, ils vont appeler tous les jours. Hein. Et puis, quand ils arrivent après leur séjour, souvent, ils défont ce que les gens en place ont fait pendant leur absence. Alors, c'est très décevant, c'est dévitalisant tout ça. C'est très difficile de faire de la relève avec les monarques et les généraux. Mais moi, tu vois, j'ai observé, Nathalie, là, quand on a des généraux là, qui, souvent de fois, là, ils vont me dire mes enfants ne sont pas capables de s'entendre. Puis ils Ben oui. alimentent en parlant à l'un, tu sais bien, tu connais ton frère, c'est beaucoup dans les familles en affaires. Parce que les généraux qui sont dans une entreprise avec des cadres, ils vont vendre à l'extérieur éventuellement, puis parce Oui. qu'ils vont rester en contrôle jusqu'à temps qu'ils décident de partir. Mais dans les familles, ça crée des tensions. Puis j'ai observé une fois chez un de mes clients que c'était un général, mais tout à coup, sa femme est tombée malade, puis elle est obligée d'aller suivre des traitements ailleurs que dans sa ville où est-ce qu'il résidait. Puis là, il est obligé de l'accompagner, tout ça. Alors, il s'est aperçu que ses enfants faisaient très bien l'affaire quand il est Oui. revenu 3-4 mois plus tard. Tu sais, Oui. il revenait de temps en temps, mais il avait été obligé vraiment de décrocher. Et là, il s'est rendu compte que, dans le fond, son rêve, c'est que sa compagnie continue. Qu'il n'a pas besoin d'être là, mais sa compagnie continue. Et il Oui. est passé de général à tout voir à mon ambassadeur. Il est continué à être dans l'entreprise, il revenait au conseil d'administration, mais il s'est bien rendu compte que ça continuerait, que son rêve de continuer l'entreprise était plus grand que son rêve de rester aux commandes de l'entreprise. Et là, tu as vu le modèle, c'était marqué maladie. Mais la maladie, ce n'est pas nécessairement la tienne. Ça peut être celui de ton conjoint. Hein? Parce Oui, que oui. ça a changé, sa vie a changé, sa perspective, ses valeurs. Disons, la valeur pour la vie n'est plus la même. Hein? Ouais. Alors, quand on a un choc personnel important, parfois, ça change notre regard par rapport à la vie en général et la vie en entreprise. Les perspectives changent et l'organisation devient un élément. Oui. Et là, tout à coup, tu redécouvres ta famille qui devient important dans ta démarche à toi que tu vis personnellement dans ton couple. Mais c'est évident que quand on a un général qui crée des tensions et qui Oui. avive des tensions, puis que les enfants ils divisent pour régner, on est rarement capable de faire une relève avec ça. Oui. Et comme je dis souvent, Suzanne, une famille toxique, ça ne fait pas une entreprise familiale fonctionnelle. Et des familles toxiques, il y en a quand même plusieurs. Alors, il faut juste être conscient que quand on veut être la relève d'une entreprise, le type de cédant à qui on a affaire va déterminer si ça va être agréable ou très désagréable ou dans une grande souffrance. Alors, parfois, il vaut mieux le savoir d'avance plutôt que s'engager dans un processus qui va être pénible. Là, tu parles d'une notion d'engagement. On va retourner dans notre présentation parce que c'est un élément important quand on parle de relève. Alors, je retourne à notre présentation. On va t'appeler Télésino. Oui, c'est ça. Alors, on va le voir sur l'axe du désengagement, hein, parce qu'on le voit souvent. On parle de transmission. Les cédants vont avoir entre, je dirais, 55 et 70 ans. Oui. Et il se pourrait que les gens soient fatigués. Parce qu'un chef d'entreprise a usé sa machine beaucoup plus que s'ils étaient, j'ai rien contre les fonctionnaires en passant, mais quand on travaille 35-40 heures,
et ça se termine à 17 heures ou 18 heures en Europe, ben, il se pourrait qu'on puisse décrocher plus facilement que quand on est un chef d'entreprise où on a à bâtir une entreprise où on a travaillé 50, 60 heures. Ça fait que la machine du corps est souvent beaucoup plus usée. Alors, à des périodes de transition, ça arrive souvent que les chefs envoient des messages de désengagement, style « je suis fatigué, si ça continue, je vais vendre ». Alors, ils envoient aussi des messages de désengagement. Parfois, c'est des petites menaces. Oui. Parfois, c'est « je passe 6 mois et là, la relève se ramasse toute seule et souvent pas suffisamment mature en affaires pour avoir les responsabilités qu'on lui laisse. Hein. C'est toxique, ça. Il faut arrêter les messages de désengagement. Et parfois, il faut accepter. Moi, j'ai 2 dossiers, là, j'ai 2 cas, où j'ai un chef qui est épuisé. Il a décidé de partir 2 semaines faire le chemin de Compostelle. Il est revenu 3 mois plus tard. Il me disait, honnêtement, j'ai vraiment pris conscience que l'entreprise que j'avais, c'était une relève, c'est pas une relève familiale, c'était un cadre, un jeune cadre. Il m'a dit, j'ai jamais fait autant d'argent. Et ça a été vraiment une super expérience pour la relève de faire ses preuves. Et maintenant, je sais que j'ai la bonne personne. Ça fait qu'à l'espace de 3 mois, il a réussi à faire plus d'argent, augmenter son chiffre d'affaires, choisir, en tout cas se rassurer sur la bonne personne, revenir dans une santé physique et psychologique et émotionnelle franchement nouvelle. Et finalement, de passer à l'action. Alors, des messages de désengagement, c'est toxique pour les mandats de transmission. Hein. Et là, ça prend 5 à 10 ans. Hein. Alors, passer d'une génération à l'autre, principalement si on est dans l'entreprise familiale et on commence, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le groupement des chefs d'entreprise avait dit un jour, j'étais membre du groupement des chefs à l'époque, il avait dit former une équipe de direction, ça prend à peu près 7 ans. Oui, mais en moyenne, en fait, tu as raison, parce que le temps que les jeunes arrivent avec un certain degré d'expérience en gestion, d'habilité de gestion, oui. Ça va prendre à peu près 6-7 ans. Alors, des fois, on demande à des jeunes de 25-26 ans d'avoir la maturité de quelqu'un de 40, mais on a beau avoir la meilleure petite fleur possible, même si tu tires dessus, elle ne pousse pas plus vite. Alors, il faut que ça s'acquiert. Donc, la personne qui va traverser ça va en avoir pour 5 ans au minimum. Ça peut arriver qu'ils soient malades puis qu'ils partent plus vite. Ça veut dire que les jeunes vont avoir, tu sais, ils vont prendre du pablum à la cuillère à soupe, là. Il va apprendre plus vite. Mais de façon générale, c'est en moyenne 7 ans entre le moment où un jeune a des responsabilités puis le moment où il peut assumer la direction complète. D'ailleurs, on va avoir un beau module sur les crises de carrière. Ça va être très intéressant parce qu'en général, les gens adorent ça. Et ça nous montre qu'il y a des étapes dans les carrières qui sont très importantes et que même si tu es très intelligent et tu es le fils de tes parents et ils te voient plus grand que nature, il y a quand même des crises de carrière que tu vas vivre et puis que c'est important de savoir d'avance, d'être proactif. Alors, okay. Alors, ça, les gens... Ce que je vais te proposer, c'est qu'on va rentrer dans un autre modèle dans lequel on va faire comme pour le cédant, vu de la fenêtre du cédant, qu'est-ce qu'il pourrait regarder pour faire un checklist des capacités ou de comment ça pourrait se faire son processus de relève. Ça va? J'aime ça, Suzanne, illustrer. Quand je commençais un mandat, je disais toujours au chef, toi, dorénavant, là, ton rôle, c'est d'être au balcon. Hein? Au balcon, ça veut dire il faut que tu observes ce qui se passe. Tu te mets au balcon. Parce que si tu te mets au niveau du carré de sable, tu sais, quand tu regardes, tu es sur le balcon, tu regardes tes enfants jouer dans le carré de sable, là, hein? Tu es en mesure de voir que finalement, c'est ton enfant qui a donné un coup de pelle à son petit ami. Et si tu vas jouer dans le carré de sable avec les enfants, tu ne le verras pas nécessairement. Alors, quand on rentre dans un processus de transmission, de relève ou même d'association, c'est important pour le chef de prendre comme diraient les Français, prendre de la hauteur. La hauteur. OK. Alors, je partage notre présentation. Pour qu'on puisse faire cet examen-là, on commence au balcon. Moi, j'appelle ça l'examen de conscience. Exact. La conscience et l'examen de conscience. Alors, le premier point qu'on regarde quand on fait une relève, c'est voir s'il y a de la complicité entre les gens. S'il y a de la complicité ou de la compétition. La compétition, là,
ça marche pas. C'est vraiment pas ça parce qu'on va en avoir un qui va finir par être à la tête de l'entreprise. Puis si tout le monde veut être à la tête de l'entreprise, ça marche pas. Tu sais, c'est vraiment difficile. Alors, on cherche la complicité. Je suis certaine que tu as des exemples de familles ou de cadres qui voudraient tout être président. Ah ben oui. Ben, là, la mode, je te dirais, c'est les coprésidents. Hein? Oui. La coprésidence, on met des coprésidents et on achète la paix avec ça. Hein? Mais dans les faits, il y a toujours un dominé et un dominant. Hein? Mais moi, j'ai rarement vu des coprésidences fonctionner d'une façon optimale. Okay? Ça fonctionne bien quand il y a de la complicité, c'est-à-dire qu'il y a les gens sont, je pense que c'est le point après, c'est la complémentarité. Quand les gens sont complémentaires, c'est beaucoup plus facile de faire des coprésidences. Oui. Et la complicité, Suzanne, ça se sent. Oui, c'est senti, ça. Ouais. Et dans ce temps-là, quand tu as une complémentarité, il y en a un qui part, l'autre prend le relais. Et c'est une question de se relayer au niveau de la direction. Alors que si j'en ai deux qui veulent être présidents, là, tu sais, c'est pas possible. Tu sais. Quand les deux veulent le job de président, c'est pas possible. Oui. Donc, on vise la complémentarité aussi bien dans les talents que dans l'attitude par rapport à la gestion. Tu sais, je peux en avoir un qui est bon en marketing puis l'autre qui est bon en vente, mais je vais peut-être avoir intérêt à avoir deux, un en production puis un en vente. Tout à fait. On est complémentaires dans les fonctions, mais souvent, on est complémentaires dans les personnalités. On va avoir une belle capsule sur la personnalité bientôt, et, parce que c'est quand même 30 de la performance et du bonheur. Hein? Alors, oui, tout à fait. Alors là, au prochain point de l'examen de conscience, est-ce que j'ai des gens dans ma relève qui ont des comportements adéquats? Est-ce qu'ils rentrent? Est-ce qu'ils sont là, présents? Est-ce qu'ils font les choses quand c'est exigé de faire certaines choses? Alors, il y a des questions de comportement. Je pense que tu avais un exemple d'une famille où… Donne-moi ton exemple. Un des premiers mandats, quand j'ai commencé à pratiquer, c'était des Italiens, des clients, donc ils étaient assez volubiles et puis ils étaient vraiment charmants. Mais un jour, les parents sont arrivés dans l'entreprise, ils ont demandé où est un tel, et l'employé il a dit il est parti à Acapulco. Alors, l'enfant avait disparu. Alors, je parle d'un enfant qui n'avait pas 18 ans en passant, qui en avait 27. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un problème de comportement, hein, plus que d'attitude. Mais au Québec, hein, on a des expressions, on appelle ça, hein, ça peut être marcher sa parole, si on le dit d'une façon consultation. On dit, hein, est-ce que les bottines sont alignées avec les babines? En anglais, on va dire walk the talk. Prêcher par l'exemple. Faire ce qu'on dit. Hein, dans les comportements. Livrer la marchandise. Puis il y a quelque chose aussi d'important, Nathalie. Oui. Quand on se retrouve dans une famille en affaires, les gens qui sont dans la famille sont scrutés à la loupe. Alors, la minute où il y a un petit comportement déviant, ça prend beaucoup plus de place que si je suis déviant puis je suis employé dans un département. Ça paraît moins. Tout à fait. D'où l'importance d'aller faire des expériences de travail les 2-3 premières années sur le marché du travail. Je dis toujours, ça permet de s'évaluer la relève. On parle de relève familiale, là, hein, bien sûr. Ça permet à la personne de se donner une valeur sur le marché, hein, qui ne saura pas si c'est dans l'entreprise familiale, c'est un privilège. Ça permet aussi de faire ses erreurs ailleurs. Donc, c'est les autres qui vont payer, mais c'est surtout, tu n'auras pas à être stigmatisé parce que tu as fait des erreurs. Et ça a une grande valeur. J'ai eu un mandat, moi, le jeune, au tout début de son entrée dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il avait dit à des employés? Moi, de toute manière, mon nom est marqué sur le camion, parce que le nom de famille, l'entreprise avait le nom de famille. Vous dire, ce jeune, combien ça lui a pris d'années à redorer sa crédibilité, je pense que c'est 4-5 ans, ça lui a. Alors, il faut faire attention. Oui, en fait, ce qu'on décrit, c'est que les cas sont beaucoup… Ça nous prend beaucoup plus de doigté quand on travaille avec une famille en affaires parce qu'il y a plus d'embûches. Un comportement déviant sera pas… Une personne avec un comportement déviant ne sera pas choisie comme prochain associé. Tu sais, c'est bien rare qu'on a un cadre qui est déviant, qui est choisi comme un associé. Tout ça nous amène au prochain point qui est la communication. Fait que dans notre examen de conscience, là,
La complicité, est-ce qu'on en a? La complémentarité, est-ce qu'ils se complètent bien? Est-ce qu'on a des comportements comme il faut? Puis comment on se parle dans l'organisation? Oui. Ben, c'est fondamental. Hein. Écoutez, la communication, ça entoure l'ensemble. Hein. Et puis, la génération, moi, ce que j'ai remarqué, la génération des cédants, c'est pas les plus grands communicateurs. Hein, parce qu'on ne leur a pas montré comment communiquer. Puis, c'est souvent des gens directifs, plus autoritaires également. C'est des styles de gestion qui, parfois, plus paternalistes. Donc, ce style de communication-là, il n'est pas toujours adéquat. Mais dans les familles, parfois, on ne se parle pas toujours bien. Hein? Le respect ne veut pas dire la même chose quand tu es non familial que quand tu l'es. Je pense que Suzanne, Nathalie, c'est un bel exemple, toi. Hein? dans la communication comme ça, souvent de fois, les propriétaires fondateurs n'ont pas eu à faire de réunions. Mais une des meilleures façons de transmettre les connaissances, c'est de faire des réunions. Et moi, je me souviens chez un de mes clients où il y avait beaucoup de chants d'église, mais vraiment beaucoup de chants d'église. J'ai dit dans une réunion, cette semaine, pas de chants d'église. Alors, les gens n'avaient pas le droit de sacrer. Fait que là, tout à coup, il y en a un, le frère a dit à la sœur, tu. Puis là, il cherchait son mot, puis il a dit, tu m'exaspères. On est parti à rire. Et le mot exaspéré nous a permis de comprendre que tout ce qu'elle demandait comme paperasse, ça n'avait pas de bon sens. Et on a réglé un problème de gestion par le mot, tu m'exaspères. Oui. Mais, tout était dans la communication. Bah, Suzanne, tu sais qu'on ne parle pas juste à des Québécois, là. Hein? Oui. Alors, les chants d'église, là, hein, c'est que nous, quand on blasphème au Québec, on utilise des terminologies religieuses. Par contre, nos amis français utilisent, c'est beaucoup plus lié à je dirais pas la pornographie, c'est beaucoup plus au niveau du sexe. Hein? Alors, on n'a pas le même registre de blasphème. Alors, ça serait bien de clarifier. Et effectivement, dans les entreprises, c'est sûr que si on est dans une entreprise de haut savoir, le langage va être différent qu'une entreprise de construction. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Puis, dans la communication, as-tu remarqué, Suzanne, qu'une des premières choses qu'il faut montrer à nos familles en affaires ou même des associés, à parler au « je ». Parler au « je ». Je, j'ai fait, je me sens, je m'excuse. Au « je » plutôt qu'au « tu ». Tu accusateur. Ça, là, ça ferme la communication. Okay? Oui. Alors, ça, c'est très important. Oui, c'est essentiel. Le tu qui tue, on essaie de l'éliminer. Puis en même temps qu'on prend le je, ça nous permet de responsabiliser les personnes. Tout à fait. De responsabiliser parce qu'on dit j'aimerais si, je veux ça. Puis quand tu clarifies ta pensée, c'est toujours plus facile. Oui. Alors, il faut éduquer. Oui. Tout ça pour arriver à, si on passe à travers toute cette chaîne-là, on va avoir éventuellement confiance ou pas confiance dans la relation. Ben, écoute, moi, Suzanne, tu sais, des fois, les choses, là, il faut que ce soit simple à comprendre. Moi, je dis toujours, c'est go, no go. Vous le voyez, là, X, le rouge puis le vert. Moi, je me dis, si à la base, tu n'as pas confiance, arrête ça immédiatement. Ça, c'est comme la femme qui, à chaque fois que son mari sort le soir, elle va fouiller dans ses poches pour voir s'il n'aurait pas fait quelque chose. Et en affaires, la valeur de base, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y en aura pas d'association. Fait que ça, c'est un sentiment, c'est une valeur qui se vit à travers l'ensemble des éléments qu'on a vus au préalable. Il y a des choses qui s'enseignent, comme la communication. Hein? Si on donne des techniques, les gens vont être capables de développer des nouvelles compétences. On est d'accord. La confiance, c'est perceptuel. Nathalie, aujourd'hui, j'arrêterai pour aujourd'hui notre capsule. Oui. Oui, puis on va pouvoir reprendre avec un modèle qui va nous présenter qu'est-ce qui c'est qui va avoir comme dynamique quand on va faire un processus de relève. Parce que là, on a parlé du cédant, d'un examen de conscience, du type de cédant qu'on a. Puis la prochaine étape, ça va être de parler de qu'est-ce qui déclenche une démarche. Puis qu'est-ce qu'on fait quand la démarche est déclenchée. Mais j'aimerais ça que tu refasses, à toutes les capsules, j'aimerais ça que tu dises le lien avec le guide et puis tout ça, là, puis qu'on aimerait ça que les gens nous posent des questions s'ils ont des questions. Ben, tout à fait, parce que si on veut que ce soit riche et que ça colle à la réalité, ben, je trouve qu'ils puissent nous fournir du matériel, ben, tant mieux. Puis ensuite, le guide que j'ai
c'est un guide que j'avais déjà écrit, hein, il y a déjà plus de 10 ans, mais que la période, il faut que ça serve à quelque chose, hein, le confinement. En mars, on a été confinés, donc j'ai fait mon confinement à Tanger et j'en ai profité pour faire une retraite de réécriture. Alors, j'ai réécrit un guide qui permet aux gens d'être autonomes. Autonomes dans la transmission ou dans une association, de se poser les questions. Et finalement, c'est comme une démarche et les éléments qui doivent être pris en considération. Donc, on répète, 90 des gens n'auront pas le moyen de se payer des services. Alors, vaut mieux avoir des outils, je pense, qui nous permettent une réflexion si on n'a pas l'accompagnement nécessaire. Et puis, ce guide-là sert à ça. Alors, voilà, ça termine notre vidéo. Hein? Merci tout le monde. À la prochaine. Ça nous a fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.